Eh bien, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, merci Monsieur Soulami. Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore une fois un plaisir d'être au Maroc, même si on préfère y être de manière non virtuelle, bien évidemment. Il y a un nombre important de questions, vous vous en doutez, et on va respecter un peu l'ordre dans lequel les présentations ont été faites, et commencer par Monsieur Soulami pour une question en fait très pratique. Face à un patient qui présente un angor de novo, qu'est-ce que vous recommandez? Un coroscanner ou un test d'effort, ou je rajouterai une coronarographie? Là, monsieur Soulami, ils sont trop coupés. Mets ton micro sur le menton. Le micro de monsieur Soulami est coupé. Maintenant, vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Toujours coupé. Ah. Ça va? C'est parti. C'est bon. Ah, écoutez, moi, ce que je fais sur le plan pratique devant un angor d'effort, moi, je fais systématiquement une épreuve d'effort. Moi, ce que je fais ici. Moi, je fais une épreuve d'effort. Quand l'épreuve d'effort est tout à fait concluante, je mets le patient directement à la salle de coronarographie. Si bien sûr je juge que le patient présente une forte suspicion d'une atteinte coronarienne qui serait importante, bien sûr je l'oriente directement vers la coronarographie. Il est évident que si l'épreuve d'effort est tout à fait litigieuse et que je n'arrive pas du tout, si vous voulez, à avoir un diagnostic bien précis, à ce moment, bien sûr, je vais compléter par un test d'ischémie. Alors le coroscan se pose juste un petit problème, disons pas de disponibilité, mais si vous voulez un petit peu d'interprétation. Voilà, c'est pourquoi en toute franchise, quand il y a un patient par exemple diabétique où je saurais qu'il y aura un score calcique extrêmement élevé, je ne demanderai jamais un coroscanner parce que je sais effectivement que ça va être mal interprété et que ça va être, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas du tout me rendre service. Mais j'insiste beaucoup sur le caractère personnellement fonctionnel qui est celui de l'épreuve d'effort. Parce que je vous dis ce qui se passe au Maroc. Oui, c'est ça, parce que tout à l'heure, vous disiez que j'allais sauter en l'air en parlant d'épreuve d'effort. Non, ce n'est pas le cas du tout. Mais c'est vrai que souvent, pour passer à des tests, à d'autres tests, dès qu'on va suspecter de manière importante une coronaire effective. Une question à propos du coroscanner et de la fibrillation atriale. Alors, écoutez, ce que j'ai lu effectivement que les patients qui ont une fibrillation auriculaire, actuellement avec les 360 barrettes, eh bien, on peut faire un coroscan en l'espace d'un battement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça, c'est l'équipe surtout de Rouen qui le défend et c'est très bien. Alors maintenant, un patient qui a une ACFA et pour lequel on va faire un coroscan, il faut vraiment le ralentir, avoir une fréquence cardiaque à moins de 60 par minute pour éventuellement tirer bénéfice un peu de ce coroscanner. Si bien sûr le patient est mince, n'est pas obèse, etc. Voilà. C'est un scanner qui est douteux. Alors, tout scanner douteux nécessite obligatoirement d'avoir un test d'ischémie pour éventuellement chercher l'atteinte fonctionnelle et éventuellement orienter après le patient vers une coronarographie. Tout doute sur le scanner ne devrait pas du tout orienter directement vers la coronarographie avant de passer par un autre test s'il est bien sûr réalisable. Vous nous entendez, monsieur Konato? Professeur Hataoui. Attends, je pose la question suivante. Professeur Villemot, comme ça, laisser le temps au professeur Soulami de revenir. C'est ce que je fais. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a encore intérêt à utiliser les poncafènes? Oui, il y a encore intérêt à utiliser les poncafènes, mais c'est un greffon de deuxième choix. C'est un greffon qu'on utilise pour compléter une revascularisation
et on l'utilise pour éviter éventuellement en périopératoire une souffrance ischémique dans un territoire, sachant que on préfère utiliser les greffons Safen dans les artères ou au niveau des artères qui potentiellement pourront être, entre guillemets, stentés ultérieurement si le greffon venait, entre guillemets, à parler ultérieurement. Mais il faut savoir que, pour rebondir sur cette question, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été conduites concernant les greffons Safen et on a observé que dans plus de 50% des greffons, 60% des greffons qui étaient Safen qui étaient bouchés à 2 ans, il y avait très peu de patients qui redevenaient symptomatiques. C'est-à-dire que l'utilisation du greffon Safen prête vraiment à discussion. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, il y a une question qui est posée, c'est que finalement, chez des patients tritronculaires, fréquemment, on a des pontages artériels sur la droite, sur la circonflexe, sur la gauche, sur la circonflexe, et un veineux sur la droite. Ouais. Il ne vaudrait pas mieux faire une angioplastie sur la droite plutôt que de mettre greffe Safen sur la droite. Si, on peut l'envisager, c'est un problème de stratégie, comme je l'ai évoqué, tu as bien vu dans une diapositive, c'est ce qu'on appelle une approche hybride. Alors, il est clair que mettre un greffon Safen sur la coronaire droite, je te dis, pour prévenir en périopératoire éventuellement une souffrance dans le territoire inférieur, ça me semble totalement légitime. Bon, maintenant, il y a des greffons Safen, on ne va pas, entre guillemets, complètement les éliminer. Il y en a encore 50% qui sont perméables à 5 ou 7 ans. Donc, on peut utiliser un greffon Safen, et puis, si c'est nécessaire, si le patient ressouffre, s'il y a des signes d'ischémie dans le territoire, par exemple de la droite, comme tu le dis, à ce moment-là, restenter. Tu as abordé la voie transpulmonaire. Quel est son intérêt par rapport à un pontage classique IVA-CX? L'avantage, c'est que ça libère le tronc coronaire et chez les gens jeunes en particulier, ça permet, au bout de 5 ans, 10 ans, éventuellement si nécessaire, si tu as une évolution de l'athérome, de redilater une artère ou 2 artères sans être obligé de faire une chirurgie invasive. Donc voilà, c'est une approche. Bon, les indications sont relativement limitées, mais malgré tout, elles peuvent rendre service. Question un peu futuriste. Il y a des études sur la fabrication, enfin, futuriste est déjà testé pas mal. Il y a des études sur l'impression 3D de structures valvulaires. Qu'est-ce qu'il y en est des conduits synthétiques et coronaires? Ben, les conduits synthétiques, pour l'instant, ça reste difficile. On travaille surtout sur des greffons bioactifs, avec des cellules. Et pour l'instant, il n'y a pas de passage à la clinique. Donc, ça reste, comme tu le dis, futuriste. On ne peut pas, entre guillemets, imaginer que ça sera disponible demain ou après-demain. Par contre, si tu me permets, je voudrais revenir, moi, sur cette notion entre guillemets, de concept un peu, avec un acronyme particulier, de GPS. C'est que je crois que, comme cela a été évoqué par notre collègue, on doit maintenant être beaucoup plus exigeant pour être sélectif dans le domaine, entre guillemets, de la significabilité d'une soit significative hémodynamiquement, mais il faut aussi que le territoire d'aval soit un territoire qui est viable et qui puisse bénéficier de la revascularisation. Et j'insiste là-dessus. Je crois qu'on gagnerait beaucoup, que ce soit dans le domaine de la pratique, on gagnerait beaucoup pour le bénéfice des patients et on gagnerait beaucoup financièrement à être beaucoup plus sélectif dans les indications, qu'elles soient dans l'angioplastie, de revascularisation ou dans les pontages. Oui, je partage bien ton avis et ça amène à une question que je t'aurais posée. Qu'est-ce que tu penses des CTO? Ils sont faits. Les CTO, moi je pense que c'est une prouesse, entre guillemets, d'angioplasticien. Je crois que les résultats sont très très discutables à l'heure actuelle. Ok. On va arriver tout doucement au bout des questions qui ont été posées. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de questions. De temps, je veux dire. Alors, étant la seule modératrice sur place, je regarde le professeur Schreiby. Serge, on ne sait pas, mais bon, quand on nous a laissé faire, donc on pose les questions qu'on veut. J'en ai moins une pour professeur Villemot, donc il est toujours avec nous. J'ai bien remarqué dans la conclusion que vous avez mis, insister sur le diabétique qui a une ischémie
Bien sûr, il faut une revascularisation. Et vous avez mis l'accent sur le pontage. Et ma question, vous n'avez en aucun moment évoqué le score syntaxe. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un élément discriminant? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, je l'ai évoqué, le score syntaxe. Vous avez vu que syntaxe est assez parlant sur la sévérité du score au-delà de 25-27. Je crois que c'est une référence importante. Mais il faut savoir que ce score syntaxe doit être calculé de façon honnête, respectueuse, avec les bonnes pratiques. Et toute la difficulté, c'est d'avoir un calcul du score syntaxe qui obéit, entre guillemets, aux critères qui ont été définis dans le cadre de l'étude. Et malheureusement, ce score syntaxe n'est pas toujours fait. C'est un peu dommageable pour les patients parce que je crois que si le score syntaxe était appliqué avec plus de rigueur, les choix thérapeutiques entre l'angioplastie et le pontage seraient mieux guidés. Je partage entièrement votre avis. Une question d'un non-chirurgien. Les doubles pontages chez les diabétiques, c'est toujours faisable? Il n'y a pas ces histoires de... Les doubles mammaires? Oui, oui. Oui, je crois qu'il faut s'affranchir de ce concept disant que la double mammaire est, entre guillemets, à bannir chez les diabétiques. Non, je pense que la double mammaire, en particulier chez les diabétiques jeunes, doit être proposée chez les diabétiques. Bien évidemment, il faut que le chirurgien prélève les greffons mammaires en les squelettisant au maximum pour ne pas dévitaliser la paroi thoracique. Le prélever, entre guillemets, de façon abusive, excessive, maladroite. Je vous assure que lorsque les prélèvements de double mammaire sont bien faits chez les diabétiques, les risques, entre guillemets, de sternite ou des unions sternales ne sont pas plus importants que chez les autres patients. C'est une question de technique chirurgicale et de dévitalisation de la paroi artérielle de part et d'autre du sternum. La majoration du risque est liée à la chirurgie. Alors, j'ai moi encore deux questions, en fait, deux questions qui n'en font qu'une, assez provocatrice d'ailleurs la première. Quel bénéfice peut-on tirer d'une coronarographie, d'une FFR, si on sait par avance que la revascularisation ne fait pas mieux que le traitement médical, et donc pourquoi on ne parle pas plus d'ischémia, voire de courage? Je pense qu'il faut en parler plus, tu as tout à fait raison. Je pense que je l'ai abordé, ça a été abordé par le collègue précédent. Le traitement médical bien conclu pour des ischémies qui sont pas aussi symptomatiques. Il est clair que si le patient a un angor très important, des essoufflements très importants avec l'or, je pense que les investigations complémentaires, coronarographie et le reste sont légitimes, on doit aller vers une revascularisation. Mais je pense que le traitement médical doit reprendre la place qu'il avait et qu'il a perdue. Ah, tu prêches un convaincu. Il faut quand même remarquer, donner une petite limite à ischémia, c'est qu'après 2 ans, les courbes se croisent quand même et qu'il y a des récidives d'événements peut-être plus importantes dans le groupe non revascularisé. Mais il est évident que le traitement médical, notamment les nouvelles cibles, en ce qui concerne les lipides, c'est quelque chose de fondamental pour la prise en charge des risques. Je crois que le bénéfice, que ce soit pour les patients qui n'auront pas de revascularisation, comme pour les patients qui sont revascularisés, ou par angioplastie ou par chirurgie, le bénéfice majeur, c'est le traitement médical bien conduit, qui soit réalisé ou qui soit associé aux besoins thérapeutiques. Sur ce mot, ce sera peut-être la dernière question, sauf si M. El-Ataoui a encore des questions. Quelle est la place des antiagrégants plaquettaires en cas de lésion coronaire dépistée au coroscanner sans être significative? Alors, qui veut répondre? Monsieur Soulami, peut-être? En cas de lésion significative au coroscanner, est-ce qu'il faut mettre l'augmentation? Si. C'est ça la question? On le voit. Oui. Alors, écoutez, en cas de lésion significative au coroscanner, moi, personnellement, je ferai une coronarographie pour être sûr. Non significative. Non significative. Doit-on donner de l'aspirine? C'est les statines.
Et statine à très très forte dose. Voilà. Statine à très pas de traitement anti-agrégant plaquettaire. Alors là, c'est une question importante que je vous ai posée vous-même. Quand je vous ai dit, quand je trouve des plaques de 30% au niveau des carotides, faut-il mettre de l'aspirine? Et vous m'avez engueulé. Voilà, donc moi je retiens. Oh, je ne vous ai pas engueulé, j'ai dit vraisemblablement pas parce que c'est très discutable. et je redirai la même chose. Voilà. En ce qui concerne par contre les plaques coronaires, les plaques qui atteignent 50%, même quand on ne revascularise pas, eh bien, il faut donner des traitements, un traitement anti-agrégant plaquettaire. Ce qui est tout à fait le traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est une histoire de balance bénéfice-risque, hein, avant tout. Bien sûr. Et vous, la colchicine, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Bien. Voilà, c'est pourquoi je crois que c'est très important. Je crois qu'on va couper là parce que sinon... On va arrêter là malgré tout l'intérêt que portent ces questions. Pour donner suite au programme, je donne la parole au docteur Abidi. Je remercie les deux orateurs, merci. Je remercie les collègues qui ont posé des questions et Rizlan, à toi la parole. Merci tout le monde, merci chère assistance. C'était une très très belle session, très riche et intéressante. Je ne vais pas trop empiéter sur le temps. Alors à toi Saïd la parole pour modérer notre symposium et je profite pour remercier tous les laboratoires. À toi la parole Saïd, merci. Merci beaucoup Rizlan. Je remercie à mon tour tous les orateurs et les modérateurs de cette session sur les maladies coronaires. C'était très passionnant. Mais comme on est pris un petit peu par le temps, donc on va enchaîner avec le symposium des laboratoires Atlas Pharma, Groupe Technimed, qui ont eu la gentillesse et l'amabilité de participer avec nous. Et donc c'est un symposium qui est en collaboration avec ce laboratoire. Il va être présenté par notre ami le professeur Ahmed Bennis. Le professeur Ahmed Bennis est professeur de cardiologie à Casablanca. Il est praticien dans le secteur libéral. Il est ancien chef de service de cardiologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Il est ancien président de la SMC. Bref, c'est un membre très très actif dans la communauté cardiologique marocaine. Il nous aide énormément. Et donc, il va nous parler ce soir des actualités dans l'hypertension artérielle, actualité 2020. À toi la parole, mon cher Ahmed.